Bonsoir, c'est un document rare qu'Alexandra Degnaud a rapporté et nous livre ce soir. Pendant 3 semaines, elle a partagé la vie de jeunes Tunisiens décidés coûte que coûte à rejoindre l'Europe. Malgré la révolution de janvier dernier, ils sont des dizaines de milliers à quitter leur pays et à rêver d'une autre vie. Notre équipe a suivi le périple de l'un d'entre eux, du premier contact avec le passeur à la traversée en bateau de nuit au cœur d'une tempête vers l'île de Lampedusa, puis l'arrivée mouvementée sur le sol italien avant de rejoindre Paris avec la complicité d'autres passeurs et par la route cette fois-ci. Regardez ce reportage, il est exclusif. Les naufragés de la Révolution, il est signé Alexandra Degnaud, François Renaud, Christophe Quinck, Frédéric Fournier et Wahid Abdellah. Alexandra nous rejoindra sur ce plateau. Il est midi sur la place de la gare centrale de Milan. Une cinquantaine de clandestins tunisiens stationnent ici depuis l'aube. Ils espèrent tous la même chose, parcourir les 230 km qui les séparent encore de la frontière française. Sous l'œil indifférent de la police italienne, ils attendent les passeurs, qui ne tardent pas à arriver. Nous les filmons en caméra cachée. En plein jour et sans être inquiétés, des hommes, ils sont tunisiens, s'avancent pour vendre leurs services. C'est 400 €. On t'emmène en voiture à Lyon. Là-bas, tu vas au café. Surtout, tu restes dans le café. Tu n'en sors pas. Les policiers en France sont habillés en civil. Toi, tu ne les reconnais pas. Mais s'ils te repèrent dans la rue, ils t'arrêtent. L'homme se vante d'avoir déjà fait passer 900 clandestins, principalement vers la France. La police italienne l'a déjà arrêté, puis relâché, après s'être rendu à ses arguments, dit-il. J'étais au commissariat, j'ai parlé avec les commissaires. Je lui ai dit, moi, j'ai aide l'Italie. Oui, j'ai aide l'Italie parce que tout le monde, ils ont sorti d'ici pour aller en France. Moi, je vais sauver ces gens. Et puis, j'ai sauvé l'Italie, parce que l'Italie, elle ne veut pas que ces gens restent là. Il m'a dit, oui, c'est en règle, allez, partez. Parmi les clandestins ce jour-là, il y a un jeune homme tunisien de 19 ans. Il s'appelle Eitem. Il vient de vivre les 15 jours les plus éprouvants de son existence. 15 jours de périple entre la Tunisie et l'Italie. Sans se soucier des policiers qu'il croise sur sa route, Eitem part se reposer dans un appartement mis à sa disposition par les passeurs. Un petit 3 pièces, volet clos. Ici, une quinzaine de voyageurs en transit attendent le signal de départ. Ah, maman, si tu savais, si tu savais. Les visages sont fatigués. Depuis leur départ de Tunisie, c'est la première fois que les clandestins s'installent dans un endroit presque confortable pour passer la nuit. Combien de temps que tu n'as pas pris de douche? 13 jours et dormir 15 jours et... Tu n'as pas dormi depuis 15 jours? Ouais, bah oui. Le voyage se termine bientôt pour eux. La France n'est plus très loin. Quand même, on n'a pas encore fini. On dit qu'on a fini, qu'on passe La France. la frontière en France. Personne ne reste longtemps ici. Dès le lendemain, c'est le départ pour Eitem et 11 autres passagers. Des voitures les attendent. Je vais faire le voyage avec eux en caméra cachée. Les chauffeurs sont italiens. Eux aussi veulent profiter de ce trafic lucratif. Rapidement, je comprends que ce conducteur ne nous fera pas passer la frontière. Avant ce voyage-là, c'est moi qui faisais le passage. Mais on m'a attrapé à la frontière de Fréjus. Et depuis, je ne peux plus passer. Ils m'ont repéré, c'est terminé. Allez, changement de voiture. Ils se contentent de nous emmener vers un nouveau point de rendez-vous. D'autres voitures nous attendent. Là aussi, les chauffeurs sont italiens. C'est la stratégie des passeurs pour tromper la vigilance de la police aux frontières françaises. Et apparemment, ça marche. Vous pensez que la police peut nous stopper? J'ai fait 10 voyages. Je n'ai jamais eu de problème avec la police. Excusez-moi, hein. D'accord? En fait, on est face à un problème humanitaire. Ce travail, je le fais pour moi et mon pays. Moi, j'aime mon pays. Ce chauffeur touche 1 000 € pour conduire les clandestins à destination. Aujourd'hui, il effectue son 11e voyage. Ce trajet sera-t-il celui de trop?
Heitem parviendra-t-il à atteindre son objectif? Voici l'histoire de Heitem, convaincu de n'avoir rien à attendre de la Tunisie malgré les promesses de la révolution. Nous l'avons rencontré à Zarzis, une ville côtière du sud de la Tunisie. Un garçon déterminé jusqu'à l'entêtement, multirécidiviste de cette périlleuse traversée méditerranéenne, où des centaines d'hommes et de femmes ont déjà trouvé la mort sans jamais apercevoir les rivages de l'île italienne de Lampedusa, porte d'entrée vers l'Europe. Nous l'avons suivi pas à pas pendant les 17 jours de son odyssée et sur les 2000 kilomètres qui le séparaient de ce rêve obstiné. Son histoire est celle de tous ceux qui, comme lui, sont prêts à tout, y compris à mourir, pour changer leur vie. Notre périple commence donc à Zarzis, une ville de quelques 120 000 âmes, devenue la plaque tournante de l'immigration clandestine. La moitié des bateaux qui atteignent l'Europe partiraient d'ici. Et cette vocation de plaque tournante, cette petite ville la doit à son chômage qui touche près d'une personne sur 4, à la crise libyenne qui fait fermer les boutiques, et surtout à l'étonnante liberté de travail des passeurs. Au lendemain de la Révolution, ils connaissent leurs plus belles heures, comme en témoignent ces images qui circulent sur Internet. Installés dans leur voiture de location, ils ouvrent leur guichet en pleine rue et se réjouissent de pouvoir opérer sans se cacher. Et toi, dépêche-toi tant que le bureau est ouvert. Je te signale qu'on ferme à 18 h. On a les mêmes horaires qu'au consulat, nous, maintenant. Les passagers sont embarqués dans des camions frigorifiques ou à bestiaux vers le port. Depuis, les passeurs se font plus discrets, mais les candidats ne manquent pas. Et rien ne semble retenir ici une certaine jeunesse tunisienne. C'est l'heure de l'entraînement de foot pour les juniors de l'Espérance sportive de Zarzis. L'effectif n'est pas au complet. Certains joueurs ont déjà pris le large. Quant aux autres, ils attendent leur tour, comme Heitem. C'est le lieu de notre première rencontre. Heitem a un avenir ici. Ses entraîneurs croient beaucoup en lui. Mais rien n'y fait. Le jeune homme a déjà fait 2 tentatives ratées de passage en bateau et n'arrive pas à renoncer à son projet. Aller en France. Qu'est-ce qui est bien en France? Qu'est-ce qui vous plaît là-bas? Tout bien. Tout est bien là-bas. Par exemple? Par exemple, le travail, le football, Les filles? On veut aller à Paris pour gagner de l'argent. Et changer nos vies? Inquiets de voir les joueurs partir les uns après les autres, les entraîneurs se font un devoir de les retenir, de les raisonner au moins. Enfin, on a fait une révolution ici quand même. Et qu'est-ce que ça peut nous faire? Nous, on sait que rien ne changera. Il y aura peut-être d'autres présidents, mais le système restera toujours aussi pourri qu'avant. Écoute, dans ce cas, tu fais un visa. Tu trouves un contrat de travail avec toutes les autorisations. Comme ça, tu peux travailler tranquille là-bas. Au lieu de vivre sur les nerfs, de travailler avec la peur, d'être arrêté, de traverser les rues en rasant les murs. C'est ça que je veux vous dire. Il faut des autorisations nécessaires. On ne part pas sans rien. Parce que là-bas en France, ça rigole pas mon pote. C'est toujours le même discours. À Zarzis, toutes les familles ont au moins un frère, un oncle, une cousine qui vit et travaille en France en toute régularité. Quand ils reviennent au pays pour les vacances, ils s'installent tous dans le même quartier et se font construire des maisons cossues. De quoi attiser chez Heitem le désir de tout laisser pour partir à son tour. Regarde celui-là, il a une belle maison. Sûrement une belle voiture et une belle vie. Voilà mon rêve.
Tous les étés, les Tunisiens de France arrivent ici avec leurs belles voitures. Ils organisent de belles soirées, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et nous, on vient ici à pied, on les regarde de loin, et puis on rentre. On sait que nous, on n'a rien. Ils vivent dans le plus grand confort. Et nous aussi, on aimerait bien changer de vie. Mais il faut partir pour changer de vie. Le parfum de la révolution de Jasmin n'enivre pas tout le monde ici. Et c'est bien ce qui inquiète le comité local de sauvegarde de la révolution. Aujourd'hui, 3 de ses membres sont en mission spéciale au port pour tenter de convaincre les pêcheurs de ne pas traiter avec les passeurs. C'est auprès de ces marins que les passeurs se fournissent en embarcation. Ils choisissent les vieux ratios en fin de vie qu'ils négocient entre 40 et 50 000 euros. Ici aussi qu'ils recrutent les capitaines pour les embarcations clandestines. Le problème, c'est que la traversée, c'est très risqué pour les jeunes. Bah non, il n'y a pas de risque, parce qu'ici tu peux faire confiance aux marins, ils vérifient la météo, ils partent pas comme ça, ils suivent l'actualité quand même. Ouais, tu veux dire que ce sont des professionnels? Pour les pêcheurs, la tentation est grande de se replier sur cette économie parallèle. Ils ne perçoivent pas les subventions sans lesquelles, disent-ils, ils ne peuvent survivre. On est pris à la gorge, tu vois. On a des dettes à la banque, des dettes pour la maison, pour le bateau, des dettes partout. Comment veux-tu qu'on fasse sans argent? Tout le monde nous réclame des taxes. Pour le bateau, pour la pêche, le carburant. Les marins ne peuvent pas survivre comme ça. Ouais, c'est ça. Tu veux dire que les marins sont obligés de vendre leur bateau aux passeurs, alors? Écoute, c'est simple, on a 2 choix. Soit on vend notre bateau pour essuyer les dettes, soit on va en prison. Bon, aujourd'hui, en toute logique, cette révolution est censée sauver notre pays. La jeunesse doit savoir s'armer de patience pour donner au pays le temps de remettre la machine en marche, de remettre tout le monde au travail. Mais une fois que tout le monde aura repris sa place, ça va s'améliorer. Au port, pour l'instant, les gardiens de la Révolution prêchent dans le désert. Ce soir, d'autres bateaux partiront pour l'Italie. Les gardes-côtes tunisiens semblent dépassés par le phénomène. Je les convainc de m'embarquer pour une patrouille en mer. Ces dernières semaines, la garde nationale de Zarzis a intercepté 5 bateaux remplis de candidats pour l'Europe. Un score assez modeste quand on sait que depuis plus de 3 mois, chaque jour, quand la mer est bonne, une demi-douzaine d'embarcations part de la zone de Zarzis vers Lampedusa. De quoi alarmer l'Italie et ses partenaires. Les Européens, ils font pression sur la Tunisie pour que la surveillance soit plus serrée. Vous sentez cette pression, vous? Vous la sentez peser sur vos épaules? Il faut lutter contre ce phénomène-là, c'est tout. C'est notre boulot. C'est pas votre problème, la pression des Européens, c'est pas votre problème. C'est notre travail comme d'habitude. Voilà. Comme pour nous prouver ce qu'il dit, le commandant donne l'ordre de contrôler un bateau. D'où venez-vous? Votre barque, elle est en bon état? On a eu une panne de moteur. On a dû s'arrêter. Vous comprenez, il est vieux notre bateau. Bon, tu peux y aller. Merci beaucoup. Vous contrôlez toutes les tailles de bateaux. Tout. On contrôle tout. Donc normalement, rien ne peut échapper à votre vigilance. Ah oui. Alors comment ils font ceux qui passent? Comment ils échappent à votre vigilance? Ils connaissent J'ai pas compris, ils sont plus malins que vous? Non. Pas dans le sens. On est bien qualifié. Celui-là, c'est le mécanicien. الناس كلها عامله ستاجات هنا ما نعرفش يعاوني عليها شويه فهمتي بيرسونيلمون عامل سونتاج على امريكا aux États-Unis au 97. Des gardes-côtes embarrassés autant par les questions que par leur mission. Peut-être parce qu'ils veulent faire oublier la tragédie du 11 février dernier. Ce jour-là, le Houria 302, un bateau de la garde nationale tunisienne,
a percuté un bateau de clandestins qui a coulé à pic. Nous avons récupéré les dernières images de cette expédition mortelle. Sur le bateau, les passagers se croient alors en route pour la liberté. Regardez-nous bien. On est la joyeuse association des ratés. Regarde, ça se voit sur notre gueule. Mais cette fois, on va trouver du travail. Ouais, on va changer tout ça, mon pote. Adieu, adieu mon pays, adieu mes frères. Sur les 120 passagers, 31 sont morts. La plupart des corps ne sera jamais retrouvés. Fausse manœuvre ou acte délibéré des gardes-côtes, l'enquête est en cours. Regarde-le celui-là. Il se croit sur le Titanic. Parmi les survivants de ce drame, Eyter.